Bonjour, bienvenue sur PhysioSkills, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, pour le dernier épisode de la saison, je reçois le docteur Carole Maître, médecin du sport et gynécologue à l'INSEP. Avec elle, nous parlerons de cycle menstruel, de contraception. Nous aborderons aussi deux problèmes fréquents chez la femme sportive, notamment de haut niveau, la dysménorrhée ou aménorrhée, et aussi l'incontinence urinaire à l'effort. J'espère que cet épisode vous plaira, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Carole, merci beaucoup d'être là. Est-ce qu'on pourrait commencer par une petite présentation, si vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour de m'avoir invité. Alors moi, je suis Carole Maître, gynécologue médecin du sport à l'Institut national du sport, expertise et performance à l'INSEP, donc où je m'occupe du suivi des sportifs de haut niveau depuis quelques années déjà. D'accord. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle un petit peu donc de la pratique sportive chez la femme et notamment tout ce qui est contraception, cycle menstruel etc. Mais pour commencer, j'ai une petite question un peu générale, c'est quelles sont les principales difficultés, les difficultés les plus fréquentes que rencontre la femme dans sa pratique sportive? Alors, dans la pratique sportive, il faut distinguer la pratique sportive de haut niveau, où on est quand même à très certainement plus d'une heure par jour, plutôt même 2 à 4 heures par jour d'activité physique avec une grande charge d'entraînement, et la pratique sportive de loisir. D'accord. Voilà. Donc c'est vrai qu'une pratique, même une marathonienne, si elle n'est pas sur des listes, ou une triathlète, on va rencontrer parfois les mêmes soucis de perturbation du cycle. Alors ça peut être des troubles du cycle, voire en fonction aussi de la masse grasse, ça va être une absence de règles qu'on peut retrouver en dehors des sportifs de haut niveau. Et puis dans certains sports à déplacement très rapide, comme justement la course à pied, on a aussi des problèmes de périnée. Parce que la sollicitation régulière du périnée par la pression intra-abdominale va entraîner une déficience de ce muscle périnéal et une perte un peu de sa fonction de soutien et des fuites urinaires en fin de course, par exemple. Donc ça peut intéresser des sportives qui ne sont pas forcément inscrites sur les listes de haut niveau. Alors après, sur les sportifs de haut niveau, on a plus fréquemment certainement des troubles du cycle. En fait, tout ce qu'on a déjà là est plus fréquent et plus important. Voilà. D'accord. Avant de commencer vraiment, d'attaquer vraiment sur la contraception, est-ce que vous pouvez redéfinir un peu le cycle menstruel, ses différentes étapes et le rôle des différentes hormones sexuelles, s'il vous plaît? Alors, on sait bien que le cycle menstruel, typiquement dans les livres, c'est 28 jours. Et quand commence le cycle, ça commence au premier jour des règles. Ça, c'est pas toujours une notion qu'on a l'habitude, on le fait commencer à la fin des règles. Non, c'est le premier jour des règles. Les règles commencent donc un nouveau cycle. Alors, 28 jours, plus ou moins 5 jours. Entre 25 et 33 jours, on reste encore dans la normalité. Donc, on a une toute première phase qu'on appelle phase folliculaire. C'est là, au début du cycle, avec la menstruation, c'est la phase folliculaire précoce. Et puis, on a la phase folliculaire qui va précéder l'ovulation. Alors, pendant cette phase folliculaire, on a une montée des œstrogènes. Ces œstrogènes vont être intéressants parce qu'ils facilitent l'entrée du glucose dans la cellule musculaire. Et ils permettent son stockage sous forme de glycogène. Ils interviennent beaucoup dans le métabolisme énergétique, donc l'énergie fournie par les substrats comme le glucose, mais aussi les lipides, parce qu'ils vont favoriser l'oxydation des acides gras libres au niveau mitochondrial dans la cellule musculaire. Donc vraiment, ils soutiennent la dépense énergétique. Alors ils sont au top avant l'ovulation. Et puis, on a ces quelques jours de période d'ovulation. Et ensuite, c'est la progestérone qui prend le relais dans le cycle, l'œstrogène diminuant, mais pas à son niveau de base de départ, mais il diminue et la progestérone devient dominante. Pour quelle raison? Pour soutenir, au cas où il y aurait une fécondation, ovules et spermatozoïdes, pour soutenir la nidation, voire la transformation donc de la muqueuse utérine. Et cette deuxième phase du cycle, typiquement à peu près de 10 jours, donc elle est dominée par les progestatifs.
Mais quand ces progestérones manquent un petit peu, cette progestérone fait un peu défaut à la fin du cycle, on a un syndrome prémenstruel. Et c'est la première hormone touchée quand il y a des perturbations du cycle chez la sportive. D'où un syndrome prémenstruel qui est lié au déséquilibre entre œstrogène et progestérone. Là, normalement, on a les deux plateaux de la balance face à face. Donc, la progestérone vient contrebalancer les effets des œstrogènes, comme la rétention d'eau, comme un peu de prise de poids. Et bien là, quand il y a un peu moins de progestatif, on a une hyperœstrogénie relative à cette baisse en progestérone et des inconvénients comme une rétention d'eau, une prise de poids avant les règles, des seins tendus, donc ça s'appelle des douleurs de seins, ça s'appelle les mastodinies et ça s'accompagne souvent de cycles qui sont raccourcis ou allongés. Et le rôle des œstrogènes ou de l'oestrogène au niveau menstruel pendant la phase folliculaire, c'est quoi? C'est préparer l'ovulation finalement? Bien sûr, c'est le follicule qui est sélectionné vers le 10e jour du cycle, qui va devenir le follicule dominant, qui sécrète des œstrogènes, qui accompagne donc le développement de la muqueuse utérine, qui sera transformée en deuxième phase du cycle. Donc, il y a tout un ensemble là qui est fait pour préparer un début de grossesse s'il y a. Donc l'ensemble du cycle va contribuer à favoriser la grossesse. Et s'il n'y a pas rencontre ovule-spermatozoïde, on a une chute des hormones à la fin du cycle, une chute de la progestérone, l'ovaire se réorganise et c'est le début d'un nouveau cycle. D'accord. Et selon la littérature scientifique, selon certaines études, les femmes ont 3 à 6 fois plus de risques de se rompre le ligament croisé antérieur du genou. Et est-ce qu'on sait pourquoi? Oui, parce qu'avec les œstrogènes, on a une augmentation avec une hormone aussi, la relaxine, on a une augmentation de l'instabilité articulaire, de la laxité, et donc évidemment sur un ligament croisé antérieur qui est déjà un peu plus court que chez l'homme, avec aussi une anatomie du genou qui n'est pas la même que chez l'homme, il y a donc un risque majoré. Mais c'est pas seulement le facteur hormonal qui joue, c'est aussi un déséquilibre entre quadriceps et ischio-jambier. Donc, il faut vraiment rééquilibrer les muscles de la loge antérieure et de la loge postérieure. C'est la meilleure des préventions des ruptures de ligaments croisés antérieurs. Je vais dire que la pilule a un petit effet protecteur à retrouver dans une seule étude. Donc, ça serait à conforter. Mais c'est vrai qu'il y a les facteurs hormonaux, mais il y a aussi les facteurs anatomiques et musculaires qui viennent compléter l'ensemble des causes de cette rupture plus fréquente chez la fille. Et donc c'est le quadriceps qui est beaucoup plus fort que les ischios? Oui, c'est ça. Quand on ne développe pas les ischios, donc on a un déséquilibre musculaire qui ne permet pas une bonne stabilité du genou parce qu'il y a un petit tiroir antérieur qui est quand même un peu plus présent chez la fille que chez le garçon. Et aussi une tendance peut-être au génuvalgum plus important que chez l'homme? Ouais. Voilà, ça c'est les facteurs anatomiques dont je parlais. Et donc en réception de saut ou dans certaines postures, plus souvent en rugby ou plutôt au foot, eh bien, on peut avoir plus de rupture du ligament croisé antérieur. Et donc si on prend que le facteur hormonal, est-ce qu'il y a une phase du cycle qui est plus problématique qu'une autre? Ça serait la phase préovulatoire où là, les œstrogènes sont à leur top, puisque c'est à ce moment-là qu'il y a une augmentation de la laxité. Mais donc, on peut travailler avant la technique, surtout en phase menstruelle. Pendant la menstruation, il faut travailler sur la technique pour justement éviter cet inconvénient de la phase vraiment préovulatoire. Quand vous dites il faut travailler à la technique, c'est-à-dire sur le renforcement musculaire, sur de la proprioception, l'isocinétique, voilà. Travailler sur cette technique parce que la toute première phase du cycle, on peut dire qu'il y a une tendance à moins de performance en endurance et en résistance. Donc, c'est une phase vraiment favorable pour travailler la technique. D'accord. Et pourquoi les œstrogènes modifient la laxité ligamentaire? Quel est l'intérêt? Parce qu'il y a des récepteurs aux œstrogènes. Et il y a aussi une hormone, la relaxine, qui intervient, mais il y a des récepteurs aux œstrogènes au niveau musculaire. Et là, ils vont dans le sens autant ils vont favoriser, si vous voulez, l'entrée du glucose et le métabolisme énergétique, mais il y a aussi donc cette laxité qui a été constatée.
Ce n'est pas chez tout le monde. Ce n'est pas chez tout le monde. Il y a certainement des facteurs favorisants comme un tiroir antérieur déjà un petit peu plus présent. Donc, c'est vrai qu'il y a tendance. Et cette tendance est retrouvée pendant la grossesse avec où on augmente le risque d'entorse de cheville, par exemple, surtout après le 3e mois. 4e mois, et c'est pour ça qu'on va plutôt être prudent pour les joggings à partir du 2e trimestre, 3e trimestre. Et du coup, on favorise plutôt les sports dans le lac. Oui, d'accord. Exactement, Okay. sans impact au sol répété, surtout après le 5e mois. D'accord. De grossesse, là je parlais de la grossesse, parce que les hormones sont vraiment au maximum. Et donc, en fait, il y a des problématiques dans le sport féminin, c'est quand vous êtes dans un sport collectif. Chaque individu a son cycle. Comment fait-on? Alors, écoutez, dans le sport collectif, je pense qu'il faut très certainement, de toute façon, adapter à la perception. C'est vrai qu'il faut être plus tolérant pour celle qui aura vraiment une période de règles avec des symptômes importants en prémenstruel. Mais ça pointe du doigt l'importance de la prise en charge médicale aussi, parce qu'un syndrome prémenstruel très présent, comme je l'ai dit, ça montre qu'il y a finalement très certainement une insuffisance en progestérone ou quelque chose à faire sur la fin du cycle, donc à substituer et à compenser cette insuffisance progestative pour limiter justement les symptômes ressentis et qu'il n'y ait pas d'impact sur la performance d'un cycle qui se passe pas si bien que ça, avec de fortes douleurs de règles, une prise de poids avant les règles, des difficultés au déplacement. Donc ça ne devrait pas se voir, ça devrait être pris en charge au niveau plutôt médical. Donc parce qu'il est très difficile d'entraîner un groupe de filles différemment en fonction du cycle, chacun a le sien, bien sûr. Alors je pense qu'on peut être tolérant dans la phase des règles quand il y a plus de fatigue ou plus de douleur, mais il faut aussi savoir orienter vers l'équipe médicale qui peut prendre en charge. Et donc quel type de traitement permet de contrecarrer cet effet ? Alors, on a parfois des traitements homéopathiques comme folliculinum ou d'autres traitements homéopathiques, mais on a surtout un peu de progestatifs naturels qui permettent de renforcer la domination de la progestérone en 2e phase du cycle pour ne pas subir une hyperœstrogénie relative. D'accord. Quel type de contraception vous préconisez pour les sportifs de haut niveau pour justement réguler un petit peu tout ça Alors, je vous remercie beaucoup de cette question parce que ça me permet une mise au point, parce que justement, il ne faut pas considérer que la contraception doit être prescrite pour régulariser les cycles ou pour traiter des douleurs de règles. Surtout, la contraception, elle est prescrite s'il y a un besoin contraceptif. Oui. Et bien sûr, la contraception hormonale a des effets secondaires qui peuvent être vus comme bénéfiques chez la sportive de haut niveau, parce que du fait qu'on va ne plus avoir de fluctuations hormonales, on n'aura plus les symptômes qui accompagnent les fluctuations hormonales du cycle puisque l'ovaire est mis au repos. Donc, en fonction de la composition de la pilule, on va pouvoir avoir bien sûr moins de douleurs de règles, des règles plus courtes, voire même une absence de règles, parce qu'on pourra ne pas faire de pause ou ne pas prendre les comprimés placebo pour vraiment faire des comprimés contraceptifs qui s'enchaînent sur 3 mois par exemple. Mais on ne prend pas la contraception hormonale œstroprogestative en l'absence de besoin contraceptif. Voilà. Mais si on en a besoin, alors c'est vrai que plutôt peut-être qu'une autre contraception, si on a des syndromes prémenstruels ou des dysménorrhées, c'est vrai qu'on va pouvoir bénéficier des effets secondaires qui sont des bénéfices secondaires de la contraception hormonale orale. Alors l'absence de contre-indication, bien sûr, ça nécessite un bilan. L'absence d'antécédents de phlébite ou d'embolie pulmonaire chez les parents et tout un bilan que les médecins connaissent bien, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais c'est une possibilité donc de la contraception par ses bénéfices secondaires, s'il n'y a pas de contre-indication, de pouvoir contrecarrer la dysménorrhée, la douleur de règles et les règles irrégulières et le syndrome prémenstruel. Maintenant, il y a d'autres types de contraception qui existent aussi, et dans le choix contraceptif, il est tout à fait normal et important et
indispensable de proposer toutes les méthodes contraceptives à sa sportive. Et donc, on a de plus en plus de demandes aussi de contraception de longue durée d'action, comme le stérilet, la contraception intra-utérine, parce qu'elle évite en fait les oublis et d'avoir à y penser tous les jours quand il s'agit de la pilule. Donc, cette demande de contraception, elle nécessite toute l'information nécessaire, comme pour toutes les demandes de contraception. Et le stérilet, bien sûr, n'est pas du tout contre-indiqué, est tout à fait possible chez la jeune femme et chez la sportive de haut niveau. Alors, on a 2 types de stérilés, il faut le savoir, parce qu'actuellement, il faut bien expliquer que là, on a un effet local avec un stérilet, soit au cuivre, avec un effet parfois d'augmentation de la longueur et de l'abondance des règles, ce qui n'est pas toujours le cas, et aussi un stérilet progestatif qui là va très certainement diminuer l'abondance des règles et la durée des règles, voire aboutir à une absence de règles pour 25% environ des patientes. Les 2 stérilés laissent les ovaires fonctionner et c'est important de le préciser à la patiente qui est souvent à la recherche d'une contraception dite naturelle, mais prendre la contraception déjà, ce n'est pas forcément naturel et dans ce cas-là, il faut expliciter ce que ça veut dire et donc c'est le maintien du cycle spontané qui est retrouvé avec ces 2 types de stérilés et c'est ça qu'il faut que la jeune sportive comprenne. Donc, l'un va augmenter un petit peu les règles parfois et l'autre va diminuer l'abondance des règles et peut-être avoir un effet sur la dysménorrhée également. Il faut expliquer les mécanismes d'action pour que le choix soit le plus consensuel possible et c'est un choix partagé avec la sportive. Et justement, quels sont les facteurs qui nous aident à choisir un mode de contraception plutôt que l'autre ? Oui. Alors, on a des sportifs qui viennent d'emblée nous demander comme première contraception un stérilet car elles craignent d'oublier la pilule du fait des déplacements, du fait des stages. Voilà, ça c'est déjà un premier point, donc c'est sa demande. Et puis, il y a certaines sportives qui viennent chercher de l'information et je pense qu'il faut savoir un peu explorer le risque d'oubli. Est-ce qu'on oublie facilement? Est-ce qu'on craint d'oublier? Voilà, parce qu'en fait, le grand frein de la contraception hormonale orale, en dehors des contre-indications médicales, bien sûr, eh bien, c'est le risque d'oubli. Autant c'est très efficace dans les études cliniques, mais le risque d'oubli, il expose au risque de grossesse. Et donc, soit il y a eu déjà des oublis de pilules et on vient pour un changement de contraception, soit en discutant avec la jeune sportive, on voit que ça va être difficile et on peut tout tranquillement proposer une contraception intra-utérine. D'accord. Alors maintenant, je voulais qu'on aborde l'aménorrhée, l'absence de règles chez la sportive qui arrive surtout sur la sportive de haut niveau. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. L'aménorrhée et force et absence de règles est plus fréquente chez la sportive de haut niveau que dans une population contrôle de jeunes filles. Donc, elle est d'autant plus fréquente qu'on est dans un sport où il y a un contrôle du poids. Dans les sports à catégorie de poids comme le judo ou la lutte ou l'aviron, mais aussi dans les sports où il faut être très mince, comme les filles dans les clubs de triathlètes ou les marathoniennes ou les gymnastes, les patineuses. Donc, c'est vrai aussi pour le cyclisme sur route. Donc, on voit qu'il y a certaines catégories de sports où il y a plus de trous de cycles irréguliers, environ 55% des sportives à l'INSEP, et des absences de règles vraiment qui vont dépendre du sport. Ça peut aller de 10 à 60% des sportives en fonction du type de sport. Alors, à quoi c'est lié cette absence de règles ? Elle est liée à l'effondrement en fait de la disponibilité énergétique, c'est-à-dire l'effondrement pour le fonctionnement de l'axe de la reproduction, celui qui permet la sécrétion des hormones ovariennes. Donc, pourquoi ? Parce que le fait qu'il y ait une insuffisance en masse grasse ou une masse grasse juste limite dans ces sports va entraîner un ralentissement du cycle de la reproduction, donc du cycle qui permet la sécrétion ovarienne. Et ce cycle-là, il implique l'hypothalamus au niveau cérébral,
l'hypophyse jusqu'aux ovaires. Donc c'est une cascade de stimulation qui va être ralentie quand la disponibilité énergétique n'est plus suffisante parce que ce n'est pas un système vital dans l'organisme. Donc il va se mettre au repos pour épargner de l'énergie parce que justement le pourcentage de masse grasse, le capital, la réserve énergétique ne va plus être suffisante pour tout permettre. Donc comme on est avec une dépense énergétique très importante qu'on ne peut pas compenser par des apports alimentaires suffisants, qu'on ne souhaite pas augmenter parfois la prise calorique ou qu'on craint la prise de poids, eh bien dans ces cas-là, l'axe se met au repos et on aboutit soit à des cycles irréguliers très longs, 4 fois les règles dans l'année, soit complètement à une absence de règles. Et est-ce qu'il y a une valeur un peu seuil dans la littérature scientifique au-delà de laquelle au niveau pourcentage de masse grasse, il ne faut pas descendre? Oui, alors dans la littérature, on retrouve entre 14 et 16%, on a des troubles du cycle, c'est sûr. Donc je dirais qu'en dessous de 17%, on est à risque d'avoir des troubles du cycle. Il y a un seuil qui est indépendant, un peu variable pour chacun, mais en dessous de 17%, c'est certain. Donc on va trouver des troubles du cycle, alors qui soient l'absence totale de règles ou au contraire des règles une fois tous les 3 mois, mais 4 fois les règles dans l'année, ça a le même impact au niveau osseux avec le risque de fracture de fatigue que pas de règles du tout. Donc c'est vraiment à prendre en compte parce qu'on ne s'en plaint pas, ça. On n'a plus de symptômes prémenstruels, on n'a plus de douleur de règles, les règles ne sont pas là. Et en plus, on ne va pas s'occuper des serviettes, des tampons et tout ça. Donc ça a un côté un petit peu pratique, mais à moyen terme, il y a un risque sur la densité minérale osseuse, d'autant qu'on est jeune en train de constituer sa masse osseuse. Et donc, il y a plus de risque de fracture de stress chez ces jeunes, surtout au bout d'un an d'absence de règles. D'accord. Et à part de surveiller la masse grasse, est-ce qu'il y a d'autres bilans à faire particuliers? Il y a toujours, oui, il faut surveiller la masse grasse. C'est déjà vraiment le point clinique essentiel. La durée des cycles, voilà, il faut garder en tête que moins de 4 fois ou moins de 4 fois les règles dans l'année, il faut vraiment être vigilant. Voilà, les points, c'est aussi des blessures répétées qu'on n'explique pas. Il faut penser aux troubles du cycle, une fracture de fatigue qui survient alors qu'on n'est pas en surentraînement. Il faut penser aux troubles du cycle. Après, une fois qu'on sait qu'on rapporte ces états de contre-performance aux troubles du cycle, on a un bilan hormonal qu'on fait faire. Pourquoi? Pour voir l'impact, la diminution des oestrogènes peut être très importante. On peut avoir des taux d'oestrogènes aussi bas qu'en période de ménopause. Donc on a des taux d'oestrogènes très très bas et donc on comprend qu'il y a une privation au niveau de l'os parce que l'os a ses propres récepteurs aussi, comme le muscle aux oestrogènes. Et donc là, finalement, tout ce que j'ai dit tout à l'heure des récepteurs oestrogéniques au niveau musculaire et de l'entrée du glucose et du soutien de l'endurance par l'œstrogène, eh bien, c'est plus là parce qu'il y a plus beaucoup d'œstrogène. Et donc, on voit bien que quand on est en absence de règles, on peut être contre-performant. Alors, le bilan, c'est un bilan hormonal, mais on regardera aussi, puisqu'on est là à risque de fracture de fatigue, on regardera aussi le métabolisme phosphocalcique et la vitamine D, parce qu'il ne faudrait pas ajouter en plus à ce risque une carence en vitamine D. Ok, d'accord. Et du coup, le traitement... Oui, alors le traitement, c'est on substitue finalement à ce déficit en hormones. On va substituer par des hormones le plus naturelles possible. L'œstradiol parce que l'œstradiol dosé est très bas, donc on va mettre de l'œstrogène naturel, que ce soit par gel ou comprimé, et un progestatif. Donc, s'il y a besoin de contraceptifs, absolument, on va prescrire une pilule, mais on n'a pas du tout, on a rarement d'effet de gain de masse osseuse sous pilule. On va certainement stabiliser. On peut stabiliser, mais il faut être vigilant. Et dans ce cas-là, on utilise la DEXA et la mesure de la densité minérale osseuse parce que le problème, c'est que la pilule peut masquer. En fait, en créant de fausses règles à l'arrêt de la plaquette, on va masquer peut-être l'effondrement du cycle endogène. Et surtout l'éducation, parce que je m'occupe d'une équipe féminine de haut niveau et les exigences du staff sont d'être à moins de 18% de masse graisseuse.
Et par rapport au seuil que vous me donnez, on n'est pas loin du seuil Ouais. critique. Oui, Et donc on je est pense qu'il y a juste vraiment une sur la éducation à ligne. faire au niveau des staffs et des joueuses, mais aussi des staffs. Oui, parce que à vouloir trop perdre, finalement, on va aller à l'encontre du résultat attendu. Et il y a eu une étude particulièrement intéressante. C'était fait sur des nageuses avec le même entraînement. Eh bien, il y avait vraiment une perte de la performance attendue chez celles qui étaient en absence de règles par rapport à celles qui étaient en cycle régulier. Et donc, vraiment, c'est un peu comme un effet de surentraînement, en fait, où on irait au-delà de ce qui est attendu. Et finalement, on devient contre-performant. Donc il y a une ligne de crête pour chacune à ne pas franchir. Alors pour certaines, ce sera 18%, 17%, mais dans un sport collectif, vouloir trop assécher, surtout sur des matchs qui peuvent durer, eh bien on est peut-être à la limite de voilà. On est contre-productif même. Voilà. D'accord. Oui. Et il faut vraiment avoir faire la bonne information, porter le message au staff pour bien évaluer où sont les bienfaits et où sont plutôt les risques. Et alors pour terminer cet entretien, je voulais qu'on parle un peu du troisième grand problème. C'était le problème de fuite urinaire, on peut appeler ça comme ça, Oui, bien et sûr. de faiblesse du périnée. Enfin, je sais pas si on peut dire de faiblesse, mais de Oui, problème de de contraction faiblesse. du périnée en fait. De faiblesse du périnée. Pourquoi faiblesse? Parce qu'en fait, le périnée n'assure plus son rôle de soutien. L'urètre, qui est le petit conduit qui va de la vessie jusqu'au conduit des urines, en fait, jusqu'à l'orifice urinaire. Donc, c'est un petit conduit, conduit qui est pas très long et il va perdre de sa stabilité parce qu'on n'aura pas le soutènement d'un plancher pelvien, on va dire suffisamment stable et puissant pour absorber la pression intra-abdominale et la force de rétention à chaque impact au sol, par exemple. Mais On a pourquoi le périnée serait plus faible chez la sportive de haut niveau que chez une sportive lambda entre guillemets? Eh bien, c'est la répétition des exercices et on a considéré qu'après 90 minutes d'exercice important avec une hyperpression intra-abdominale qui va vers la recherche de performance, eh bien, on a une perte de 20% de la fonction de la force du périnée. Alors, ça a été des études très instructrices et on a aussi montré, c'est très intéressant, par des échos 3D et des IRM, que l'espace entre les deux faisceaux pubo-coccygiens, eh bien, cet espace qui normalement enserre les canaux que sont le canal anal, le vagin et l'urètre, eh bien, cet espace s'élargit et on l'a trouvé significativement plus large avec un muscle plus aplati chez les sportifs de haut niveau, avec une légère descente du col de la vessie, de la base de la vessie, de 3 mm chez des sportifs de haut niveau qui ont passé en IRM et en écho, avec la manœuvre de Valsalva, c'est-à-dire en expiration bloquée pour leur faire justement une hyperpression intra-abdominale et puis les remettre dans les conditions de ce qui arrive en fin d'entraînement ou en fin de course. Donc oui, c'est la répétition des exercices qui est délétère. Si on fait 1 heure de marche rapide par jour ou une demi-heure de jogging et puis de la natation et du vélo, il y a très peu de risques. Donc c'est vraiment au bout d'une certaine quantité d'exercices répétés avec cette hyperpression intra-abdominale qu'on peut vraiment souffrir d'incontinence urinaire à l'effort, pour dire le mot, qui survient essentiellement pas dans le quotidien, mais en fin d'entraînement, en fin de course ou en compétition. Et ça va être plutôt les sports à impact, comme la course à pied, comme les sports à saut, etc. Les sauts, la réception de sauts est un facteur de risque. Bien sûr, le trampoline, c'est un sport vraiment à risque et la course à pied, mais aussi, et on l'oublie, c'est des sports aussi comme l'aviron qui fait dans le mouvement bien travailler la pression intra-abdominale et pousser sur le périnée, et puis des sports comme la lutte et le judo aussi, parce qu'il y a là, dans des sports qui sont moins à déplacement dynamique, mais une très grande pression intra-abdominale. Et donc, il faut faire quoi? Eh bien, il faut renforcer son muscle périnéal. C'est simple. Alors, il faut apprendre à faire des contractions répétées de 10 secondes, repos 20 secondes, refaire la contraction de 10 secondes, repos 20 secondes. Mais déjà, faut-il savoir où est son périnée? Qu'est-ce que c'est son périnée? Parce qu'en parler du périnée comme ça, il y a certainement la moitié de ceux qui nous écoutent qui ne savent pas où est le périnée. Donc, faire des schémas. Alors, où est le périnée?
Eh bien, c'est un muscle interne qui est tendu en hamac, on va dire, entre le coccyx qui termine la colonne vertébrale et le pubis. Et vous voyez, c'est comme un hamac avec deux bons faisceaux qui enchâssent vraiment les organes et soutiennent les organes du petit bassin. Alors, on comprend que quand l'espace s'élargit entre les deux faisceaux, eh bien, il y a des fuites urinaires, voire des prolapsus, donc des descentes d'organes. Et chez l'homme, on peut aussi avoir de l'incontinence anale. Il ne faut pas l'oublier, les hommes aussi peuvent subir une faiblesse du périnée. Donc, chez tout le monde, il faut faire déjà du renforcement du périnée, bien sûr, et surtout le travail des abdominaux en hypopression. Quelle que soit la méthode, le nom de la méthode, il faut travailler pour diminuer la pression intra-abdominale quand on fait du travail de la sangle abdominale, du renforcement des abdominaux. Et ça, dans la préparation physique générale, tous les sportifs le font. Alors, surtout en hypopression. Le ventre plat. Oui. Parce que le problème... En auto-agrandissement pour justement, et en expiration, pour ne pas rajouter de la pression sur le périnée. Et ça fait contracter le transverse en même temps, ça le renforce. Parce que, honnêtement, même dans le sport de haut niveau, et surtout dans le sport de haut niveau, il y a au moins 98% des gens qui ne sont pas du tout en hypopressif. C'est assez hallucinant. Et oui, ça c'est des messages très forts de l'éducation à passer, parce que c'est 20 ans de pratique, même des années, des siècles, on va dire, de pratique qui appuie sur le périnée, qui augmente la pression intra-abdominale. Mais il faut apprendre et réapprendre, parce que souvent, même j'ai discuté avec des entraîneurs qui montrent ce qu'il faut faire, qui savent très bien qu'il faut mieux travailler en hypopression et puis qui laissent leurs sportifs faire et qui reprennent les mauvaises habitudes. Donc, il faut les recorriger et refaire vraiment ce travail-là, parce que sinon, eh bien, cette pression intra-abdominale, ces abdominaux, on les fait travailler pour qu'ils aident la performance, pour qu'ils soutiennent le geste sportif, pour avoir plus d'efficacité, de puissance, mais la force s'échappe par le périnée. Donc, si on ne fait pas travailler le périnée et si on l'affaiblit par le travail des abdominaux, eh bien, au moment où on en aura le plus besoin, eh bien, c'est comme si on ouvrait un robinet par où s'échappe, en fait, aussi la pression intra-abdominale. D'accord. Voilà. Et est-ce qu'on connaît un peu j'imagine, le pourcentage de sportifs de haut niveau qui ont une incontinence urinaire à l'effort? Alors, on n'a pas... Oui, bien sûr, ça va dépendre des sports, mais globalement... nous, dans une enquête faite il y a quelques années, on va en refaire une, mais c'était en 2016, eh bien, on avait 72% des filles qui avaient des fuites urinaires. Alors, ça pouvait être en fin d'entraînement, ça peut être quelques fuites. On n'avait pas fait une étude quantitative. C'était, avez-vous des facteurs déclenchants les fuites? Et 72% avaient des facteurs déclenchants, dont le travail des abdominaux. C'est énorme. Oui, c'est forcé, parce que 4 heures d'entraînement par jour, c'est forcément une faiblesse du périnée, parce qu'on n'a plus la pression intra-abdominale de façon répétée sans qu'il y ait une compensation par des exercices spécifiques. Ce n'est pas possible de penser qu'il n'y aura aucun effet. Et pour terminer cet entretien, je voulais savoir si vous aviez un message à faire passer un peu à toutes les femmes notamment les femmes de haut niveau, mais qui pratiquent le sport de haut niveau, mais aussi aux autres. Alors, pour toutes les femmes, le sport est bénéfique sur le plan cardiovasculaire, sur le plan même espérance de vie, parce que 15 minutes de façon régulière tous les jours, c'est 3 ans d'espérance de vie en plus, parce que ça limite le risque cardiovasculaire. Et puis, c'est du bien-être physique, psychique, ça limite les risques de dépression, d'anxiété, de troubles du sommeil. Donc, de toute façon, il n'y a pas on n'impacte pas le périnée avec un sport modéré, et on peut faire travailler son périnée parallèlement. Pour les sportifs de haut niveau, je vais dire, on connaît l'augmentation de la longévité chez les Olympiennes. Maintenant, ça a été bien montré par différentes études. Donc, on voit qu'il y a un bénéfice sur la santé, à la condition, bien sûr, d'être bien suivi, de faire ses bilans réguliers, et de ne pas hésiter à venir parler de symptômes qui semblaient, il y a quelque temps, encore très tabous. On ne parlait pas des fuites urinaires, on pensait que ce n'était pas possible ou que ça allait passer tout seul. Ça ne passera pas tout seul, ça ne pourra que s'augmenter petit à petit, et surtout s'augmenter après les grossesses. Alors je dirais, la prévention
venir consulter, demander conseil, c'est essentiel dans le sport de haut niveau. Rien n'est tabou, ni les règles, ni le périnée. Et donc, n'hésitez pas à en parler. Voilà mon message pour les unes et les autres. Merci à vous. Merci beaucoup, Carole. Merci beaucoup à Carole d'être intervenue. Je vous ai mis dans le texte de présentation de l'épisode 2 liens qui explicitent un peu plus le rôle et l'anatomie du périnée. Si vous avez des questions, vous pouvez bien entendu contacter Carole Maître sur LinkedIn. Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn sous le nom Sébastien Auria ou sur Facebook et Instagram sous le nom PhysioSkills. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le repartager sur les différents réseaux sociaux et à mettre une note sur les différentes plateformes d'écoute de votre choix. Je vous souhaite un bon été, à bientôt!